Elle m'avoue son infidélité, pensant me briser. Mais j'étais prêt. Mon sourire la déconcerte alors que je lui tends les papiers du divorce et lance l'enregistrement de ses aveux. Le verre de mon Macallan de 18 ans avait l'air obscène dans sa main. Non pas parce qu'elle le buvait. Nous avions partagé cette bouteille pour notre anniversaire, mais à cause de la façon dont elle le tenait, un accessoire, une arme, elle était appuyée contre l'îlot de cuisine, le granit que nous avions choisi ensemble, sa hanche penchée dans une posture de pur défi. J'ai couché avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Elle a reniflé après l'avoir dit. Une petite bouffée d'air dérisoire par le nez. La défiance dans ses yeux n'était pas le genre chaud et désordonné dû à trop de vin. Elle était froide, calculée. Elle attendait l'explosion. Pendant 7 ans, j'avais connu chaque micro-expression sur le visage de Sophie. Le plissement de frustration quand elle ne trouvait pas ses clés. La douce, endormie floraison du bonheur le matin. Ça, c'était un nouveau masque. Un masque taillé dans le mépris et une étrange bravoure étourdie. Mon cœur n'a pas martelé. Il n'a pas cassé. Il a simplement coulé comme une pierre tombée dans un lac gelé, laissant un trou si profond et froid, que tout son a disparu. La seule chose qui restait était l'écho de ses mots et le calme étrange et se répandant. Je vois, ai-je dit, ma voix étrangement égale à mes propres oreilles. Tu vois, a-t-elle raillé, prenant une gorgée de mon scotch. C'est tout ce que tu as à dire? Je viens de te dire que j'ai un autre homme. Marc de ma classe de spinning depuis 3 mois. Marc, le nom était une chute, un nom de sportif de gym fad que j'avais entendu en passant. Allez prendre un verre avec le groupe de la classe. Marc dit que ce nouvel endroit a d'incroyables cocktails céto. J'avais été un idiot, mais pas pour la raison qu'elle pensait. J'ai pensé aux 6 derniers mois. Les nuits tardives que j'avais passées au cabinet, non pas pour une grande ambition, mais pour le tableau des fonds pour la maison épinglée sur notre frigo. La maison de ses rêves, un Porsche, une grande cour, une cuisine avec un double four. Chaque heure supplémentaire était une brique dans cet avenir. Je rentrais fatigué, la tête pleine de clauses contractuelles, pour la trouver déjà au lit, tournée, la lumière du téléphone sur ses joues. Longue journée, murmurais-je. Mon chéri, tu es toujours fatigué maintenant. Puis le nouveau lexique, des phrases qui sonnaient étrangères sur sa langue. Tu dois parler mon langage amoureux, Jacques. J'ai besoin d'un partenaire qui nourrit mon énergie, pas qui la draine. C'étaient des accusations enveloppées dans un jargon thérapeutique, toujours prononcées avec un soupir qui faisait de mon soutien un fardeau. La nuit où cela s'est cristallisé, c'était il y a 2 semaines. J'avais trouvé un reçu dans son jean en faisant la lessive, un montant de $300 du Laurent, un bar d'hôtel du centre-ville. Quand j'avais demandé doucement si elle avait eu un événement professionnel là-bas, sa réaction fut un chef-d'œuvre. Elle s'était tournée, les mains sur les hanches. Mon Dieu, tu me surveilles maintenant? Je ne peux pas prendre un verre avec une amie sans l'interrogatoire? C'est exactement pourquoi je me sens étouffé. J'avais reculé, m'étais excusé. Cette ligne sur l'étouffement était une kryptonite qu'elle avait récemment découverte. Mais ce soir, le voyage pour lequel j'étais parti hier, l'audit régional à Cincinnati, a été annulé à la dernière minute en raison d'une urgence client. Je suis rentré en me disant que j'allais peut-être la surprendre, commander ses sushis raffinés qu'elle aimait, ouvrir une bouteille de vin et juste parler. Vraiment parler. La maison était sombre. Sa voiture était dans l'allée. Un étrange silence planait dans l'air. J'ai appelé son nom. Rien. C'est là que je l'ai vu. Sur la table de l'entrée, une boîte d'allumettes du Laurent, posée soigneusement sur sa pochette jetée. Ce n'était pas caché. C'était placé. Un indice tacite, presque arrogant. Alors, j'ai attendu. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assis dans le fauteuil du salon dans l'obscurité. Et j'ai attendu. Le calme étrange du lac gelé m'a rempli. Elle est rentrée à 2h07 du matin. Le claquement de ses talons, le tintement de ses clés, l'odeur de l'air nocturne et le parfum d'un inconnu. Elle a allumé la lumière, m'a vu et a sursauté. Jésus Jacques, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais assis dans le noir? Sa voix était trop forte, trop aiguë. Le voyage a été annulé, ai-je dit en me levant. Où étais-tu? Une lueur de peur, puis une colère instantanée.
Sortie avec des amis. Dois-je te rendre compte de mes déplacements maintenant, gardien? Tu étais au Laurent. Elle a cligné des yeux. Puis ses yeux ont balayé la table, voyant la boîte d'allumettes. Son visage s'est durci en quelque chose de laid et de triomphant. Le masque s'est mis en place. C'est un bar public. Tu as dit que tu travaillais tard ce soir. Tu as envoyé un SMS, la tête dans les rapports trimestriels. Ne m'attends pas. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, a-t-elle riposté. Mais c'était un mensonge préfectif. Elle était déjà en train de passer à la dispute qu'elle voulait. Elle a traversé la cuisine, s'est versé 2 doigts de mon meilleur scotch, une déclaration, et s'est tournée pour me faire face. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Jacques? Que j'avais besoin d'être quelque part où je n'étais pas microgéré. Quelque part où les gens savent vraiment s'amuser. Et ainsi ça a commencé. Le renvoi, le blâme. C'était ma faute si je travaillais trop. Ma faute d'être émotionnellement indisponible. Ma faute d'être un pari sûr et prévisible qui était devenu une peine de prison. Chaque pic était conçu pour blesser, pour provoquer la réaction qui justifierait son prochain geste. Je l'ai laissé parler. J'ai absorbé. Le calme en moi est devenu plus froid, plus clair. Finalement, j'ai posé la question simple et directe, celle qu'elle tournait autour. Sophie, vois-tu quelqu'un d'autre? Elle a claqué le verre. Tu veux la vérité? La vérité brute et non filtrée que tu implores toujours. Bien. Marquez tout ce que tu n'es pas. Il est spontané. Il est excitant. Il me voit. Il me veut. Toi, tu me maintiens. Comme un projet sur ta liste de choses à faire. Une plante d'intérieur que tu arroses par obligation. Les mots étaient destinés à éviscérer. Et ils l'ont fait. Mais ils ont aussi traversé le dernier brouillard. Ce n'était pas un faux pas. C'était un choix, une démolition. Je l'ai regardée, cette étrangère dans la peau de ma femme, sa poitrine soulevant d'une passion fabriquée. Es-tu en train de dire que tu as une liaison? J'ai demandé d'une voix neutre. Une question clinique. C'est là que le reniflement est venu. Le roulement d'yeux. Le coup de main final est glorieux. Elle s'est penchée en arrière, faisant tournoyer le liquide ambré. Une reine renvoyant un paysan. J'ai couché avec lui. Une pause pour les faits, ses yeux fixés sur les miens. Avide de dévastation. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Le silence s'est étiré. Elle s'est penchée en avant, s'attendant à des larmes, des cris, peut-être des supplications. Le script l'exigeait. J'ai alors ressenti. Non pas de la colère, non pas de la tristesse, un soulagement profond, presque vertigineux. La porte de la prison n'était pas seulement déverrouillée. Elle l'avait joyeusement arrachée de ses gonds. Mes lèvres se sont courbées. Pas un sourire narquois, pas un sourire. Un petit sourire fatigué, tout à fait sincère de gratitude. Merci, ai-je dit doucement. Le masque sur son visage a vacillé. La lueur triomphante dans ses yeux a vacillé et s'est éteinte, remplacée par un éclair de pure confusion incompréhensible. Le script était faux. Sa réplique avait été prononcée, mais je n'avais pas récité la mienne. L'infuriante trahison était complète. Et elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la seule chose dont j'avais besoin. Une liberté incontestable et indéniable. Le silence après mon merci était plus épais que le scotch dans son verre. Sophie a cligné des yeux, la confusion sur son visage se transformant en un éclair d'irritation. Je n'avais pas suivi le script. Je n'avais pas piqué une crise, je ne m'étais pas effondré, je ne lui avais pas donné le carburant dramatique dont elle avait besoin pour se peindre comme la victime libérée d'un mari conservateur et insensible. Merci, a-t-elle répété, les mots ayant un goût amer. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Cela signifie que tu as rendu tout parfaitement clair, ai-je dit, ma voix toujours sur le même ton monocorde. Il n'y a plus d'ambiguïté, plus de travail là-dessus, plus de doute. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine, non pas avec le pas pressé et en colère qu'elle attendait, mais avec un pas délibéré et calme. J'ai entendu ses talons claquer sur le carrelage derrière moi. Où vas-tu? Nous n'avons pas fini, a-t-elle exigé, sa bravade se fissurant sur les bords. Je n'ai pas répondu. J'ai parcouru le court couloir jusqu'à mon bureau,
la petite deuxième chambre que j'avais utilisée pour le télétravail. Mon espace. J'avais passé d'innombrables heures ici, non seulement à travailler, mais à planifier, à préparer, espérant que je me trompais, mais sachant au fond de moi que je devais être prêt si j'avais raison. Le dossier noir élégant d'avocat était dans le tiroir supérieur de mon bureau, juste là où je l'avais laissé 3 semaines plus tôt après ma deuxième consultation avec Diane Duval, une avocate spécialisée dans les divorces, connue pour être une tacticienne chirurgicale calme. Je l'ai pris. Il avait un poids final satisfaisant. Quand je me suis retourné, Sophie était dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, mais la pose avait l'air défensive maintenant, non pas défiante. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, ses yeux rivés sur le dossier. Je suis revenu vers la cuisine, la forçant à reculer devant moi. J'ai posé le dossier sur le granit frais de l'îlot entre nous avec un bruit sourd et définitif. « Qu'est-ce que c'est » ? Une lettre sur tes sentiments, a-t-elle ricané, essayant de reprendre le dessus, mais son regard était inquiet. Les papiers du divorce, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier. Au-dessus se trouvait l'assignation et la plainte, son nom et le mien dans une police officielle et austère. Mon avocate les avait rédigés il y a 3 semaines. J'avais juste besoin de motifs incontestables. Sa respiration s'est coupée. 3 semaines, espèce de bâtard. Tu planifiais ça. Je me protégeais, ai-je corrigé doucement, presque gentiment. Tu as fourni la raison. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mouvements étaient lents, méthodiques. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal, trouvé le fichier intitulé H10203, et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix, petite mais indubitablement venimeuse, a rempli la cuisine silencieuse. J'ai couché avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? J'ai regardé la couleur quitter son visage. Ce n'était pas une métaphore. C'était une réalité physique. La colère rosée et rougie s'est écoulée, laissant sa peau d'un blanc maladif et parcheminé. Ses jointures, là où elle agrippait le bord du comptoir, étaient d'un blanc osseux. Le menton arrogant a disparu. Son cou semblait perdre la force de tenir sa tête. Elle a regardé le téléphone dans ma main comme si c'était un serpent venimeux. « Tu m'as enregistré ?» Les mots étaient un murmure rauque d'incrédulité. Puis la fureur a allumé la panique. « Tu m'as tendu un piège ? C'est illégal. Tu ne peux pas faire ça. » État de consentement à une seule partie, ai-je dit, posant le téléphone à côté des papiers. Je te suggère de vérifier la loi. Article 12.4. Je crois que tant qu'un participant à une conversation consent à l'enregistrement, c'est admissible. J'ai consenti. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Le jargon juridique était une trappe qu'elle n'avait pas anticipée. Elle s'attendait à une bagarre de rue. J'avais apporté un tribunal. J'ai tapé sur les papiers. Ma signature est déjà notariée. Tu verras que les termes sont plus que justes compte tenu de l'accord prénuptial que nous avons tous deux signé. Tu gardes la voiture que tu conduis. Une répartition équitable mais non égale des économies conjointes, le fonds pour la maison. Je garde mes comptes de retraite. Tu gardes les tiens. Pas de pension alimentaire. Propre et simple. Elle secouait la tête. Non pas en refus, mais dans un déni mécanique et hébété. Un contrat de mariage. C'était pour. Tu as dit que ce n'était qu'une formalité. C'était une assurance, ai-je dit. Tu regardes le versement. J'ai tendu la main dans le dossier et j'ai sorti une carte de visite en papier ivoire net, agrafée à la première page. Toute communication ultérieure concernant cette affaire passera par mon avocate, Diane Duval. Ses coordonnées sont là. Tu as 30 jours pour retenir ton propre conseil et répondre. Je te conseille de ne pas manquer la date limite. La finalité purement bureaucratique était mon arme. Je ne discutais pas, ne criais pas, j'administrais. Je fermais un dossier. Tu ne peux pas juste, balbutia-t-elle, ses yeux sauvages, allant des papiers à mon visage, cherchant la faiblesse, la blessure, quelque chose à quoi elle pourrait s'accrocher. Où vas-tu aller ? C'est aussi ta maison. Je serai au Marriott Grand pour la semaine, ai-je dit comme si je donnais mon itinéraire de voyage à un collègue. Quant à ici, je te suggère de prendre des dispositions pour rester avec Marc. Les serrures seront changées par un professionnel à 9h demain.
Le service a déjà été réservé et payé. Ce détail, le serrurier prépayé, l'a frappé comme un coup physique. La finalité de cela, le fait que je n'avais pas seulement réagi, mais agi avec des pas froids et précis pendant qu'elle se vantait de son aventure. Sa bravade a finalement volé en éclats. Le masque de la femme libérée s'est effondré en un besoin brut et paniqué. Jacques, attends. Attends. C'est insensé. On peut en parler. Tu es mon mari. C'était la première fois qu'elle utilisait ce mot avec une quelconque semblance de son vrai poids de toute la nuit. Il était 7 ans trop tard. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle et je suis retourné dans le salon. Près de la porte d'entrée, là où je l'avais laissé des heures plus tôt quand je suis rentré dans une maison vide, se trouvait un seul sac de voyage noir emballé, non pas avec tout, mais avec suffisamment de vêtements, d'articles de toilette, mon passeport, le disque dur externe avec tous mes documents personnels et financiers, la petite boîte ignifugée qui contenait les actes, et le contrat de mariage original. Elle me suivait, ses talons claquant un staccato frénétique sur le parquet. Tu ne peux pas simplement partir. Tu ne peux pas faire ça. J'ai fait une erreur. C'était une erreur. J'ai pris le sac de voyage et je l'ai mis sur mon épaule. Je me suis tourné pour lui faire face une dernière fois dans la maison que nous avions construite. Elle était un portrait de grandeur qui s'effondrait, le mascara commençant à couler, son chemisier légèrement tordu, toute sa puissance calculée s'était évaporée en une confusion tremblante. Tu n'as pas fait une erreur, Sophie, ai-je dit, ma main sur le laiton frais du bouton de la porte. Tu as fait un choix, et ce soir tu m'as fièrement dit ce que c'était. Je fais simplement le mien. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit s'est engouffré, sentant l'herbe humide et la liberté. Au revoir. Je suis sorti, j'ai refermé la porte derrière moi avec un doux et solide clic. C'était le son le plus paisible que j'ai entendu depuis des années. Je n'ai pas entendu le sanglot que je suis sûr a suivi. Je n'ai pas entendu le cri de frustration, le fracas d'un verre contre la porte. J'étais déjà sur le chemin, le poids du sac de voyage sur mon épaule me semblant infiniment plus léger que le poids que je venais de laisser à l'intérieur. Le calme n'était pas un acte. C'était le silence profond et immobile au fond de ce lac gelé, enfin non perturbé. La guerre était terminée avant même qu'elle ne sache qu'elle avait commencé, et sa grande confession défiante avait été son propre signe de reddition. Le silence dans la chambre du Marriott n'était pas vide. Il était propre. C'était un vide, aspirant 7 ans de bruit ambiant. Les critiques déguisées en inquiétude, la taille de la déception, les pauses tendues qui suivaient mes questions innocentes. Pour la première nuit depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve, détaché. Le lendemain matin, j'ai suivi le plan. J'ai envoyé un email à mon patron, Michel, un homme qui avait vu son propre divorce se dérouler dans la salle de pause, traitant une affaire personnelle urgente. Je serai en télétravail pour le reste de la semaine. Tous les projets sont sur les rails. Sa réponse fut rapide. Prenez le temps dont vous avez besoin. Les RH ont le numéro du PAE si vous en avez besoin. Aucune question posée. Dignité professionnelle. C'était un langage que je comprenais. Je n'ai pas bloqué Sophie immédiatement. J'ai observé. Pendant un jour, mon téléphone a été un fil électrique de son effondrement. Cela a commencé par un déni, envoyé par SMS à 8h03, juste au moment où le serrurier serait arrivé. Sophie, c'est une réaction excessive. Nous devons parler comme des adultes. Tu ne peux pas me verrouiller dehors de ma propre maison. Puis est venue la bravade légale à 9h47. Sophie, mon avocate dit que ton enregistrement est du harcèlement illégal. Annule le dépôt ou nous contre-attaquerons pour détresse émotionnelle. Je savais que Diane Duval s'en occuperait. Je n'ai pas répondu. Le ton a changé à midi à mesure que la réalité s'installait. Sophie, l'endroit de Marc est en désordre. Il a des colocataires. Je ne peux pas rester ici. Où sont mes affaires? Puis le premier signe de panique à 15h15. Sophie, Jacques, s'il te plaît. La maison est si silencieuse. Enfin, cette nuit-là, un plaidoyer brut et non verni envoyé à 1h22 du matin. Sophie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Je vais rompre avec lui aujourd'hui. Rentre juste à la maison.
Chaque message était une vague se brisant contre une digue que je ne savais même pas avoir construite. Je ne ressentais rien d'autre qu'une pitié analytique distante. Non pas pour elle, mais pour la performance. C'était le script qu'elle aurait dû suivre avant la confession. Remords, pas triomphe. Il était trop tard. Après le SMS de 1h22 du matin, j'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé mes applications de médias sociaux. J'ai créé un nouveau filtre de mail qui envoyait tout ce qui venait d'elle ou de ses adresses connues directement dans un dossier intitulé « Légal », que je ne consulterai qu'avec Diane. La liberté était physique. J'ai commencé à courir le long du sentier de la rivière près de l'hôtel. La brûlure dans mes poumons ressemblait à une purification. Je mangeais quand j'avais faim, généralement au bar d'un restaurant décontracté, lisant un livre sur ma tablette. J'ai renoué avec 2 vieux amis d'université pour des bières maladroites mais sincères où j'ai simplement dit « Sophie et moi nous séparons. C'est pour le mieux. » Ils n'ont demandé aucun détail, ont juste fait teinter ma bouteille et ont dit « Content de te voir, mec. » Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans un appartement meublé, loué au mois, dans un complexe moderne de l'autre côté de la ville. C'était fade, beige et entièrement à moi. La première nuit là-bas, je me suis assis sur le balcon et j'ai respiré un air sans histoire. Les nouvelles de sa vie sont venues par 3 canaux indirects. Canal 1, l'amie commune. Une semaine après mon départ, mon téléphone a vibré. C'était Chloé, qui était plus l'amie de Sophie, mais était assez correcte. Chloé, salut Jacques. Je ne veux pas me mêler de ça, mais Sophie ne va pas bien. Elle dit à tout le monde que tu as eu une crise paranoïaque, que tu inventes la tromperie parce que tu ne pouvais pas gérer son épanouissement personnel. Elle dit que tu l'as piégée avec un enregistrement. Les gens écoutent. J'ai fixé le message. Le récit qu'elle tissait était impressionnant. La femme émancipée traquée et sabotée par son mari insécure et contrôlant. J'ai tapé une longue réponse défensive. Puis je l'ai supprimée. J'en ai écrit une nouvelle. Moi, merci Chloé. J'ai une déclaration sous serment et un enregistrement numérique de sa confession détaillée et spécifique. Je ne débattrai pas des faits publiquement ou en privé. J'espère que tu vas bien. Les bulles de saisie sont apparues, puis ont disparu. Elles sont réapparues. Chloé, une déclaration sous serment. Ok, ça. Je ne te dérangerai plus. Prends soin de toi. Elle n'a plus jamais transmis de message. Le premier, singe volant, avait atterri, vu la preuve et s'était envolé. Canal 2, le cimetière numérique. La curiosité. Cette ville démangeaison m'a pris une fois. J'ai réinstallé Instagram sur un compte secondaire que j'utilisais pour des études de marché. Le profil de Sophie était public. Son fil était un musée de son récit qui s'effondrait. La semaine de mon départ. Un selfie défiant. Légende, quand on se choisit enfin. Les ondes sont immaculées. Éclat. C'était chez Marc, dans son appartement en désordre. Un gobelet rouge sur le comptoir derrière elle. 2 semaines plus tard. Une image citée, tout le monde ne mérite pas votre vérité. 3 semaines après. Une photo floue d'un verre de vin. Apprendre qui sont ses vrais amis est le cadeau le plus difficile de l'univers. Les likes diminuaient. Puis un mois après le jour J, une nouvelle publication. Une photo de sa main, sans alliance, posée sur un document d'allure juridique. Légende, me battre pour ma vérité. Résilience. C'était la pièce de théâtre la plus transparente et la plus pathétique. Elle essayait de transformer sa chute en un voyage d'héroïne. Les commentaires étaient un mélange d'émojis de cœur vagues d'anciennes connaissances et de silence suspicieux de la part des gens qui nous connaissaient réellement. J'ai fermé l'application, je l'ai supprimée à nouveau. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti à 1 kilomètre de distance. Il n'y avait pas de plaisir malveillant, seulement une confirmation terne. Canal 3, les résumés cliniques de Diane Duval. C'était l'événement principal. Les emails de Diane étaient des chefs d'œuvre de compétences détachées. Les documents de service ont été remis avec succès à la défenderesse Sophie à son lieu de résidence temporaire. Adresse notée, 22B, rue Clark, appartement 4. Service reconnu par un Marc Dobson. Donc elle était chez lui. Bien. Réponse.
La défenderesse a retenu les services de maître Antoine Fournier. Il a déposé une requête en irrecevabilité basée sur l'incitation frauduleuse concernant le contrat de mariage et des preuves obtenues illégalement. Nous avons fixé une audience dans 30 jours. Notre position est solide. Le contrat de mariage est inattaquable et l'enregistrement est recevable. Ils font preuve d'intimidation pour la découverte dans un esprit de transparence et pour encourager le règlement. Nous avons fourni à l'avocat de la défenderesse une copie de l'enregistrement ainsi que vos relevés de voyage et relevés de carte de crédit qui corroborent votre chronologie et réfutent toute allégation d'abandon. Après examen, l'avocat Fournier a retiré la requête en irrecevabilité. Il demande maintenant une médiation pour la répartition des biens. Je pouvais lire entre les lignes stériles de Diane. L'avocat de Sophie avait entendu sa voix, narquoise et défiante sur cet enregistrement. Il avait vu les preuves. Il lui avait dit que l'affaire était perdue. La bravade était terminée. Le dernier email de Diane avant la période de silence était le plus révélateur. Remarque, le conseil de la défenderesse a informellement indiqué que sa cliente traverse un bouleversement personnel important et demande une pause dans la procédure. Il a noté que le tiers impliqué, Marc Dobson, ne réside plus à l'adresse de la rue Clark et ne répond en fait plus à ses communications. Nous n'avons pas accepté de pause. Le temps presse pour sa réponse. Nous continuons. J'ai lu cette ligne 3 fois. Ne réside plus, ne répond plus à ses communications. Donc Marc, la mise à niveau excitante, l'homme qui la comprenait, avait fait ce que font les hommes comme lui. Il avait pris ce qu'il voulait d'une femme mariée consentante et s'était évaporé au moment où cette femme est venue avec des bagages, spécifiquement les bagages d'une maîtresse sans abri, légalement embrouillée et émotionnellement volatile. Il avait eu le frisson de la conquête et avait fui quand l'entretien était nécessaire. La justice poétique était si parfaite qu'elle en paraissait presque cliché. Elle m'avait jeté pour un fantasme et avait à son tour été jetée par lui. Le château de cartes qu'elle avait construit sur la défiance et l'illusion s'était effondré, la laissant seule dans les décombres. Je ne me sentais pas justifié. Je ne ressentais rien. L'homme qui aurait ressenti quelque chose. Rage, pitié, satisfaction suffisante, avait été laissé dans cette maison avec les comptoirs en granit. L'homme dans l'appartement beige ne ressentait qu'un sentiment de paix de plus en plus profond. Son chaos n'était plus mon cirque. Ses conséquences n'étaient plus ma préoccupation. J'ai utilisé l'argent du fonds pour la maison, maintenant juste le fonds, comme à compte pour une nouvelle moto élégante, quelque chose que Sophie n'aurait jamais permis. Les week-ends, je roulais. Le monde est devenu un rugissement de vent et un flou d'arbres, éliminant les derniers échos de sa voix de mon esprit. Le milieu calme n'était pas une pause. C'était la fondation d'une nouvelle vie versée en silence, assez solide pour tout construire. Et en roulant, j'ai réalisé que je n'attendais pas que le karma la frappe. J'étais simplement enfin parti. Le silence de mon côté était absolu, un vide. Et la nature, comme on dit, a horreur du vide. La vie de Sophie en était devenue un. Et elle a commencé à jeter tout ce qu'elle avait dans la mienne, essayant de créer du bruit, une réaction, une fissure dans le mur. Première tentative, l'affaire de l'erreur. Un nouveau numéro a éclairé mon téléphone 6 semaines après mon départ. J'avais changé de numéro, mais elle l'avait clairement obtenu d'un ancien compte mutuel ou d'un plaidoyer désespéré auprès d'un parent confus. Le SMS est arrivé un mardi soir. Numéro inconnu, Jacques, ça va trop loin. Nous devons parler. C'était une erreur. Une horrible, stupide erreur. Tu es mon mari. Nous avons fait des vœux. Ce n'est pas qui nous sommes. C'était la première ébauche de son nouveau récit. Le cadre de l'erreur. C'était censé paraître brut, mais cela semblait répété. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué le numéro. L'acte devenait routinier, presque méditatif. Deuxième tentative, l'escadron des singes volants. 3 jours plus tard, mon email personnel, que je gardais strictement pour les amis et la famille, a sonné avec un message de sa mère, Liliane. La ligne d'objet était « S'il te plaît, Jacques ». L'email lui-même était une leçon de manipulation bienveillante. « Jacques, chéri, c'est Liliane. J'espère que tu vas bien. J'écris non pas en tant que sa mère, mais en tant que quelqu'un qui vous aime tous les deux. Sophie. Elle est un désastre. Vraiment, elle a fait une terrible erreur de jugement. Mais mon Dieu, n'avons-nous pas tous fait ça? Vous avez fait des vœux pour le meilleur et pour le pire.
C'est le pire. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur d'être le plus grand, de pardonner? Elle est en train de sombrer. Elle a besoin de toi. Elle t'aime. Cette guerre juridique la détruit. S'il te plaît, appelle-moi. Parlons-en comme la famille que nous sommes. Je l'ai lu une fois. Le ton, la fausse préoccupation, l'appel à mon obligation supposée, le doux reproche d'être, le plus grand, une phrase qui signifiait toujours, pigeon. Cela me démangeait une vieille part docile de moi. Cette part était plus petite maintenant. J'ai appuyé sur supprimer. Je n'ai pas présenté d'excuses. Je n'ai pas exprimé de sympathie. J'ai fait disparaître le plaidoyer dans l'éther numérique. Si Liliane était son général, ses troupes désertaient. Troisième tentative, le gardien corrompu et le plaidoyer en colère. Une semaine plus tard, une demande de connexion LinkedIn de Marc Dobson. Mon sourcil a failli toucher ma racine des cheveux. Le message joint était clairement dicté ou fortement influencé. Jacques. Ici Marc. Écoute, c'est gênant. Sophie reste chez moi et ça ne marche pas. Elle pleure tout le temps, mec. Elle dit que tu as tout l'argent bloqué. Elle veut juste te parler pour s'excuser. Peux-tu l'appeler pour la paix de tous? Je te donne mon nouveau numéro ci-dessous. Donc Marc était de retour dans le tableau où elle avait en quelque sorte réussi à le retrouver et il était maintenant tellement gêné qu'il agissait comme son secrétaire. La transparence pathétique était presque drôle. Il voulait retrouver sa vie facile et elle était le prix d'entrée. J'ai ignoré la demande. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai laissé la notification en attente là, un monument à son insignifiance. Son email suivant à mon adresse filtrée par l'avocate était une fureur pure et non filtrée, née de la panique. Sujet, assez. Tu as gagné. D'accord. Tu m'as humilié légalement et tu m'as humilié auprès de mes amis. Tu m'as coupé financièrement. Es-tu heureux maintenant? As-tu prouvé ton point? Je perds tout. Ma maison, mes amis, ma dignité. Maintenant, pouvons-nous parler comme deux adultes qui ont partagé une vie et arrangé ça? Ou es-tu vraiment si cruel? C'était le son d'un joueur qui avait perdu sa dernière puce et essayait de blâmer le croupier. Je l'ai transféré à Diane avec une note de 2 mots. Comme prévu. La réponse de Diane, la conférence de règlement est prévue. Son ton changera là-bas. 4e tentative, l'embuscade. 2 mois jour pour jour après mon départ, elle m'a trouvé. J'avais emménagé dans un condo permanent, un gratte-ciel moderne avec un concierge et un accès par badge pour l'ascenseur. Je l'avais choisi pour le silence et la sécurité. Je revenais d'une longue balade à moto le samedi, casque à la main, blouson de cuir usé, ressentant la douleur agréable des kilomètres dans mes épaules. Alors que je traversais le hall poli vers les ascenseurs, une silhouette se déroula d'un des fauteuils austères du salon. Jacques. Elle avait l'air diminuée, pas malade, mais amincie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un pantalon de yoga et un sweat à capuche, l'uniforme de quelqu'un qui avait renoncé à la présentation. Le feu défiant avait disparu, remplacé par un épuisement désespéré et creux. Je me suis arrêté à 1,5 mètre entre nous. Sophie, tu as l'air différente, a-t-elle dit, sa voix rauque. C'était censé être une ouverture, un compliment. Cela ressemblait juste à une observation. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Je veux parler. S'il te plaît, juste 5 minutes. Tu ne réponds pas à mes appels, à mes emails. Les informations de mon avocat n'ont pas changé. Bon sang, Jacques. Je ne suis pas une cliente. Je suis ta femme. Sa voix s'est brisée sur le mot, montant assez pour que le concierge, Léon, jette un coup d'œil discret. Tu as cessé d'être ma femme au moment où tu as décidé d'être la maîtresse de Marc, ai-je dit, non pas méchamment, juste factuellement. Les papiers sont une formalité. Des larmes montèrent dans ses yeux. De vrai cette fois. La colère s'est vidée, laissant un besoin pur et misérable. J'étais perdu. J'étais stupide et insécure. Et il m'a flatté. C'était un fantasme. Cela ne signifiait rien. Tu es ma réalité. Tu es mon mari. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé. C'était la performance de toute une vie. Et pendant une nanoseconde, les anciennes voies neuronales se sont allumées.
L'instinct de réconforter, de réparer. J'ai laissé l'impulsion monter et mourir sans agir. Tu as une drôle de façon de montrer l'amour, ai-je dit. Tu n'as pas avoué pour te confesser. Tu as avoué pour me faire du mal, pour prouver que tu avais du pouvoir. Tu voulais me voir briser. Elle a secoué violemment la tête. Non, ce n'est pas vrai. Si, ai-je dit, ma voix toujours calme. Et quand je ne me suis pas brisé, tu as paniqué. Maintenant, tu es ici, non pas parce que tu m'aimes, mais parce que le fantasme s'est effondré et que tu n'as nulle part où aller. Marc est parti, n'est-ce pas? Elle a tressailli comme si je l'avais frappé. La confirmation était écrite dans les larmes fraîches qui coulaient. Il m'a utilisé. C'est un menteur. Je sais, ai-je dit. J'aurais pu te le dire, mais tu devais l'apprendre par toi-même. Elle a fait un pas tremblant en avant. Alors c'est tout. Après 7 ans, tu n'es qu'un robot froid et sans cœur. Tu vas juste me laisser me noyer. Tu ne m'as jamais aimé non plus. C'était ça, le coup de grâce final. Si elle ne pouvait pas avoir le salut, elle se contenterait de nous faire passer pour des méchants. Elle voulait une bagarre émotionnelle désordonnée où la douleur était la preuve de l'amour. Je ne le lui ai pas donné. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais autrefois planifié une vie, et j'ai ressenti une distance immense et sereine. Le philosophe en moi a finalement parlé. Je t'ai aimé, Sophie, profondément. J'ai aimé la femme que je croyais que tu étais, la femme qui était une partenaire, qui voulait cette maison avec le double four. J'ai fait une pause, laissant le souvenir de ce rêve partagé planer dans l'air stérile entre nous. Et quand tu m'as montré avec une clarté absolue qui tu étais réellement, quelqu'un capable de cruauté, de trahison, d'essayer d'utiliser mon amour comme une arme pour me blesser. Je t'ai cru. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas marchandé. J'ai accepté la vérité. Elle regardait, muette, le script qu'elle avait préparé inutile contre cette calme certitude. J'ai déjà pleuré cet homme et ce mariage. J'ai continué, dans cette chambre d'hôtel la première semaine. J'ai pleuré pour l'avenir que nous avons perdu. Et puis je me suis levé. La procédure légale, les papiers, ce n'est que l'écho administratif d'une mort qui a déjà eu lieu. Ma vie maintenant est paisible. C'est la mienne. J'ai vu la compréhension finale poindre dans ses yeux. Non pas qu'elle m'avait perdu, mais que j'étais déjà parti. Parti depuis longtemps, elle criait dans un canyon où je ne vivais plus. Je ne te hais pas, ai-je dit, et c'était la chose la plus dévastatrice que j'aurais pu dire parce que c'était vrai. Je ne pense juste pas à toi. Ton avocate a la dernière offre de règlement. C'est juste. Signe-la et tu pourras recommencer ta vie pour de vrai cette fois. Pas comme un fantasme, mais comme une réalité, une que tu construis toi-même. Je me suis tourné vers les ascenseurs. Jacques. C'était un hurlement, le dernier souffle. Je me suis retourné une dernière fois. Léon, le concierge, était maintenant debout, alerte, prêt à intervenir si je signalais. Au revoir, Sophie. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, mon badge à la main. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu un seul sanglot étouffé, puis le bruit de pas rapides s'éloignant sur le sol en marbre, à travers les portes automatiques, dans la ville indifférente. L'ascenseur est arrivé avec un doux tintement. Je suis monté. Les portes se sont refermées, me scellant dans une boîte silencieuse et ascendante. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'un calme profond et inébranlable. La guerre n'était pas seulement terminée. Le champ de bataille avait été vendu, pavé, et une nouvelle structure solide se tenait maintenant à sa place. Elle n'était pas une ennemie, pas une amante, pas un fantôme. Elle était un fait, un élément résolu sur un grand livre qui était maintenant clos. Plus tard cette semaine-là, Diane a envoyé un email, la défendresse a signé l'accord de règlement. Toutes les conditions acceptées. Le jugement sera prononcé vendredi prochain. C'est fait. J'étais dans un petit café ensoleillé quand j'ai lu ça. Je prenais un café avec Hélène, une femme que j'avais rencontrée quelques semaines plus tôt dans une librairie. Elle me parlait de sa prochaine exposition de photographie. Ses mains animées, ses yeux brillants de passion. J'écoutais vraiment, et je ressentais une joie simple et sans complication. Mon téléphone a vibré avec l'email de Diane. J'ai jeté un coup d'œil, lu les 2 mots décisifs, c'est fait,
Et j'ai senti une dernière chaîne invisible tomber silencieusement dans le passé. J'ai regardé Hélène, qui s'était arrêtée, inquiète de mon coup d'œil au téléphone. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai souri, un vrai sourire facile qui partait du fond de la paix que j'avais construite. « Tout ?» ai-je dit, posant le téléphone face contre table, laissant le passé à sa juste place, est parfait. L'histoire ne parlait plus de trahison ou de karma ou d'une cruelle confession sur un comptoir en granit. Il s'agissait du calme après la tempête et du nouveau jour qui se lève, clair et plein de promesses. Elle était hors de propos. Et dans cette absence de pertinence, j'ai trouvé ma victoire tranquille ultime.